Nous allons passer maintenant à la République démocratique du Congo. Moins de 50%, la RDC doit revoir son budget 2020 à la baisse de près de moitié, a annoncé lundi le ministère des Finances. Un coup dur pour les grands projets anti-pauvreté du président Félix Tshisekedi. La loi des finances 2020 prévoyait un budget de 10,59 milliards de dollars au taux actuel du franc congolais pour quelques 80 millions d'habitants, soit dont les 2 tiers vivent avec moins de $2 par jour, sans la moindre protection sociale. Cependant, le plan de trésorerie qui tient compte de l'exécution du budget ne prévoit plus que 5,45 milliards de dollars de dépenses, selon un communiqué du ministère des Finances et des Recettes un peu moindre. Ce plan de trésorerie prend en compte des tendances défavorables à la conjoncture actuelle, c'est-à-dire, Marc Abouflan, on n'avait pas, avant d'élaborer le premier budget qui s'élevait à 10,59 milliards, on n'avait pas été prévoyant, on avait un peu trop optimisé les recettes. On avait été trop optimiste, et pas seulement sur les recettes, c'est-à-dire, je pense qu'on avait évalué les ambitions portées par Félix Tshisekedi, parce qu'il a fait beaucoup de promesses, il a de belles idées, et toutes ces idées-là, au lieu d'être étalées un peu sur le quinquennat qu'il a amené, ont été de facto mis dans ce premier budget-là, qui faisait donc un budget d'investissement qui a explosé. Malheureusement ou heureusement, ils se sont très tôt rendus à l'évidence qu'il fallait revoir ce budget-là pour le rendre exécutable, parce que vous savez, c'est une économie qui dépend énormément des matières premières. La conjoncture internationale actuelle ne permet pas une fluide circulation de ces matières premières-là. Le gouvernement central ne contrôle pas aussi toutes les mines, parce qu'il y a beaucoup de groupes rebelles dans ces zones minières-là. Donc, à mon avis, je pense qu'il était évident qu'on en revienne à des prévisions plus sobres et surtout amoindrir sur la première année ce budget d'exécution-là qu'a prévu Félix Tshisekedi. Déjà, lorsque le budget avait été annoncé, le budget initial de 11 milliards de dollars, le Fonds monétaire international avait dit que c'était un budget, qui manquait de réalisme. Ça veut dire aujourd'hui, la RDC revient à la réalité d'un budget. Oui, c'est ce qu'on peut dire, mais il faut dire que, vous savez que la RDC venait un peu de très loin. Félix Tshisekedi était nouveau président. Voilà. Il avait des défis à faire et donc je crois qu'il a tenu. Quand on dit est-ce qu'il n'avait pas véritablement fait attention quand on faisait les budgets de départ, c'est pas que la RDC n'a pas de ressources. Vous savez que la RDC est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Sinon le plus riche. Oui, sinon le plus riche. C'est le plus riche d'Afrique. Qu'on dise qu'ils sont obligés de réduire. Le plus riche en sous-sol, pas le plus riche du PIB, parce que la richesse, c'est ce qui est évident, c'est pas ce que vous n'arrivez pas à exploiter. Non, les PIB. Oui, mais donc, c'est-à-dire que la RDC aussi avait beaucoup de défis. Et donc, avec la nouvelle gouvernance, il fallait véritablement satisfaire un certain nombre de besoins. Donc, le budget a été fait sur la base des besoins du pays. Donc, quand on fait un budget sur la base des besoins, ça veut dire que, oui, c'est des prévisions. Mais quand vous me dites que les richesses sont sous le sol, bien entendu, c'est que quand on fait le budget, c'est qu'on a un plan pour les exploiter. Et donc, il y a des exploitants des ressources minières et de la RDC actuellement. Mais je ne comprends pas pourquoi on dit on va diminuer de 50% et c'est les pauvres populations qui vont faire les frais. Pendant ce temps... Pas forcément. Bon, voilà. En tout cas, c'est 11 000 milliards de dollars. Il faut avoir une estimation exacte des chiffres. La prévision au départ, pour un pays comme le Congo, quelle que soit sa richesse, on ne peut pas passer d'un budget qui faisait, il y a quelques années, sous Kabila, 3 000 milliards de dollars, pour passer à 11 000 milliards de dollars. Non, c'est 1000 milliards ou 11 milliards, je pense. 11 milliards. Non, la dépêche que j'ai devant moi dit 11 milliards de dollars. De nos milliards. C'est même ça, c'est... Non,
11 milliards de dollars. De dollars, voilà. Mais oui, c'est 11 milliards. C'est 11 milliards de dollars. Oui. C'est 11 milliards de dollars. Et c'est de ça qu'ils veulent diminuer de moitié. Ils ont pris la décision de diminuer de moitié. Mais ce que moi je dis, est-ce que véritablement, on vient de le dire, est-ce que la RDC ne pouvait pas véritablement avoir... Par quelle alchimie? Alors pourquoi vous pensez qu'ils ont inventé ça comme ça, si véritablement ils n'étaient pas sûrs que ça... Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est pas parce que... C'est parce qu'il y a... Il faut avoir le courage de le dire. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait la prédation sur les ressources là-bas. C'est parce qu'il n'y a pas la liberté. Sinon, la RDC est un pays riche. C'est possible. C'est un pays très vaste. En dehors même des sous-sols dont vous parlez. Ce que dit Germain, c'est pas un budget de 10 milliards de dollars que la RDC ne peut pas se payer. Oui. Connaissant les potentialités du pays aujourd'hui. Mais la question, c'est-à-dire, il y a les potentialités, la manière dont ces potentialités sont exploitées. Et c'est ça qui pose le problème. C'est-à-dire, avant même de parler de mobilisation des ressources, il faut optimiser ce qu'on a déjà. Quelle gouvernance Tshisekedi, Etienne, Félix a mis en place pour exploiter ce potentiel-là? C'est ça la véritable question. Et quand vous voyez ce qui s'est passé avec son programme des 100 jours, où déjà il y a des soupçons de prévarication, à 100 jours de gouvernance, vous comprenez quand même que on ne peut pas extrapoler. Vous savez, c'est du travail. Ce sont des hommes qui doivent faire ce travail-là. Nous reconnaissons que c'est un sous-sol riche. Est-ce que, en termes de reconquête de l'ensemble du territoire, il y a eu des avancées dans les 100 jours? Non. Est-ce qu'il y a eu des infrastructures mises en place pour permettre, ne serait-ce que la circulation, le transport des biens, des marchandises, pour créer de la richesse? Non. Est-ce qu'il y a eu une meilleure offre éducationnelle pour les populations, pour les permettre d'être à même d'avoir, ou ne serait-ce que d'effectuer des transferts de technologie des entreprises étrangères qui viennent? Non. Et on ne peut pas, malgré tout le potentiel sur lequel, et ça c'est pas le problème seulement de la RDC, c'est de tous les pays africains, malgré tout le potentiel sur lequel on est assis, quand on ne met pas en place les bases pour bien les exploiter, vous ne pouvez pas, parce que vous avez du potentiel, imaginer des budgets et dire que je vais faire chemin de fer, je vais faire tel, je dois faire tel, je veux faire protection sociale, et arriver à un budget. Un budget, ça doit s'équilibrer. C'est des recettes, mais aussi des emplois. Donc vous ne pouvez pas créer seulement un budget sur des emplois sans faire un travail en amont sur les recettes. Et même sur ces 5 000 milliards, je parie que il y en aura beaucoup qui vont aller vers la prévarication. Mais je pense qu'il faut revérifier ces chiffres budgétaires du Congo. Parce que ce que moi j'ai devant moi, c'est que le budget initial s'est fait 11 milliards de dollars et actuellement il est revu à la baisse, donc de moitié à 5,45 milliards de dollars. Ça fait quand même énorme, hein, parce qu'en francs CFA, si j'ai tenté la conversion des 10 milliards, des 11 milliards, ça fait plus de 5 000 milliards de francs CFA. C'est faramineux comme budget. Non, c'est pas faramineux. 5 000 milliards, c'est pas faramineux. Oui, pour un pays comme le Togo, on a 1000 milliards. Parce que, oui, mais parce qu'il faut voir ce que nous disons. Pour un pays comme le Congo, 5 000 milliards, c'est pas... Non, je pense, le Congo, c'est... Ça fait plusieurs fois que le Togo. Et donc, je pense qu'il faut revérifier ces chiffres-là. Parce que c'est un pays très vaste, avec tous les besoins et tous les défis. Nous parlons tout à l'heure de la reconquête même de... C'est vrai qu'il y a des rébellions un peu partout, tout ça là. Donc quand il a fait ce programme, il y avait autant de défis à relever. Donc il lui fallait quand même les moyens. Bon, oui, mais il devait aussi comprendre qu'un budget, c'est d'abord une mobilisation des ressources endogènes. Bien sûr. On ne dit pas, bon, je vais vous faire 1000 km de route, je vais vous faire telle piste, je vais vous faire telle piste. Comme cela, il faut savoir les ressources qu'on mobilise. C'est ce que je disais tout à l'heure, que ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir ces ressources. Le problème se trouve, vous avez dit, c'est ce que vous êtes en train de dire, le problème se trouve au niveau de la mobilisation de ces ressources. Et pourquoi n'arrive-t-on pas à mobiliser ces ressources? Parce qu'il y a des écueils. C'est tout. Et parmi les écueils, nous venons de citer les aspects de la sécurité, vous avez les rébellions qui ne permettent pas d'avoir accès à certains ressources. Voilà, tout ça. Vous avez des exploitants qui ont pris une grande partie des richesses. Sinon, vous savez, le Congo, ce n'est pas seulement les ressources du sous-sol.
Ils ont de la forêt, ils ont le fleuve, ils ont autant de choses. Ouais. Mais voilà, donc, si on vous additionne tout ça, ils ont la capacité. Maintenant, je crois que s'ils reculent, c'est parce qu'il a des problèmes. C'est pas parce qu'il ne peut pas l'avoir. C'est parce qu'ils ont des problèmes. Maintenant, ils reculent un peu pour pouvoir tenir et trouver des solutions. Et vous savez que sur le plan politique, le nouveau président n'a pas totalement les mains libres. Vous savez ça. Vous savez que l'Assemblée nationale elle-même n'est pas de son obédience. Vous savez que l'Assemblée nationale est dirigée par le président sortant. Donc c'est un régime là-bas hybride qui est composé. Oui, mais voilà. Donc le monsieur a besoin véritablement, ils sont des alliés, il a besoin véritablement d'avoir les mains libres. Pas comme pour gouverner. Alors, il y a aussi, parce que si le budget est revu à la baisse, c'est que naturellement, un certain nombre de choses que le président a prévu de faire ne pourront plus s'exécuter, notamment la gratuité de l'enseignement primaire qui devrait coûter 2,6 milliards de dollars. Ça, il faut véritablement revoir ça à la baisse. Oui, je pense que les Congolais vont tous pâtir du super optimisme de Félix Tshisekedi. Vous savez, à la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi, on a vu beaucoup d'actions d'éclat qui ressemblaient à quelqu'un qui ne maîtrise rien de l'environnement politique, ou en tout cas de l'environnement de gouvernance. Il y a des mesures qui sont prises à haut vol. Vous savez, quand vous êtes gouvernant, il faut être planificateur. Et dans cette planification, à chaque fois que vous voulez annoncer des mesures sociales, il faut prendre en compte le coût de ces mesures sociales et comment vous les financez. Et je pense que c'est sur ça qu'a péché Félix Tshisekedi. Il a fait beaucoup d'annonces sur lesquelles beaucoup de Congolais qui ont rendu fiers d'une certaine manière beaucoup de Congolais, sans prendre en compte comment il allait financer ces annonces-là. Il est obligé de se rendre à la dure réalité de l'exercice du pouvoir. Maintenant, l'autre réalité aussi, c'est que quoi qu'on dise, le Congo sort d'une longue période de prévarication auquel Félix a promis dans son programme mettre fin. Mais aujourd'hui, on se rend compte que son camp, en 3-4 mois, a fait plus de prévarication que le clan Kabila en un an, par exemple. Et l'exemple type, c'est le programme des 100 jours où on a annoncé un certain nombre de mesures, on a annoncé des voies qui devraient être faites, certains dont le coût a doublé, voire quadruplé en quelques mois. C'est ça aussi, pas seulement le problème de l'Afrique, mais le problème de certains gouvernants qui, des fois, à mon avis, n'ont pas les capacités managérielles nécessaires pour gérer à bien un pouvoir. Et dans le cas de Félix Tshisekedi, on se rend bien compte que l'opposition a usé. Vous savez, Félix, c'est toute une vie au sein de l'opposition. L'opposition, non seulement l'a usé, mais aussi a usé ses partenaires. L'UDPS est un grand parti. Et donc aujourd'hui, malgré les contingences politiques dans le pays, comme l'expliquait tout à l'heure Germain, il faut se refaire une santé financière avant de penser au bien des Congolais. C'est ça la réflexion primitive d'un certain nombre de politiques africaines. Et donc, pour se refaire cette santé-là, c'est vrai que pour calmer le peuple, il faut faire des annonces de haut vol, comme cette annonce de la gratuité, des annonces de voies express, des annonces de sécurisation du territoire. Mais derrière ces annonces, il y a des mesures qui sont prises pour enrichir d'abord le camp, pour lui donner aussi une certaine force, ou en tout cas un certain rapport de force dans les relations avec le clan Kabila, qui aujourd'hui est super puissant, a toutes les ressources, et donc il faut réarmer financièrement les cadres de l'UDPS qui sont ses principaux prévaricateurs actuellement, pour que ceux-ci, dans un éventuel bras de fer avec leurs amis de cash, puissent s'en sortir. Alors, de toute façon, Félix Tshisekedi est obligé de revoir beaucoup de ses ambitions à la baisse, parce que là, il a lancé un plan national stratégique qui vise une couverture santé universelle. Il faut financer. Son ministre de la Santé a dit, nous cherchons le financement. Peut-être ça va se faire, je répète ses propos, peut-être après 5, 10, 15 ans. Donc on voit qu'il devient assez évasif maintenant. Oui, mais c'est ça qui n'est pas bien, vous savez. Et d'abord, moi, ça me peine, parce que cette histoire du programme des 100 jours, vous
Vous savez que, historiquement... Est-ce que c'est pas des choses aussi à faire endormir les gens? Qu'est-ce qu'on peut faire en 100 jours? Justement. On prend le pouvoir, on dit, mais 100 premiers jours, qu'est-ce qu'on fait en 100 jours? Cette histoire de 100 jours, ça vient de la France. Je crois que c'était sous le président... Ça vient des États-Unis. C'est plutôt des États-Unis. C'est né aux États-Unis. Le programme de 100 jours. Ouais, en tout cas, ce n'est pas... Ça vient de l'Occident. C'est-à-dire, aux États-Unis, par exemple, chaque président qui prend le pouvoir, on le juge à ses premiers 100 jours, aux lois qu'il a pu faire passer dans les 100 jours. Et chaque président aussi essaye de marquer ses 100 premiers jours en ayant... Et essaie de marquer son empreinte au pouvoir dans les 100 premiers jours. Mais alors, je ne sais pas quelle est cette histoire-là. On prend le pouvoir, on dit, mon programme des 100 jours, on copie ça comme ça. Mais nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous avons des problèmes ici, et il ne faut pas faire cette histoire. 100 jours, vous pouvez faire quoi en 100 jours? 100 jours, ça fait combien de mois? J'avais 3 mois, 10 jours après. Alors, mais en 3 mois, vous êtes un nouveau président, en 3 mois, vous allez faire. Alors, donc, il faut que les nouveaux responsables sortent de cette histoire-là. Non, nous avons entendu. Rien ne nous l'impose non plus. Parce qu'après, les populations vous disent, vous n'avez rien foutu vos 100 premiers jours. Mais vous êtes venus, voilà, vous êtes venus. Vous avez une ancienne administration, les gens ne sont pas totalement loyaux. Et vous dites, en 100 jours, vous allez faire ça, c'est suicidaire. Et vous voyez, lorsque il est devenu chef de l'État avec ce qui lui arrive là. Je pense que c'est la bonne raison. Il faut trouver un moyen de faire de la prévarication très rapidement. Nous partons pour la pause et juste derrière, on va passer au Togo.